Sur les rives du lac Nasser, l'Égypte semble éternelle, immuable. Pourtant, les paysages que l'on contemple ici sont le résultat d'un immense bouleversement qui a eu lieu il y a 50 ans à peine. Ce temple millénaire a été déplacé. Ces îlots étaient auparavant des montagnes. Personne ne naviguait ici. Cette immense étendue d'eau au milieu du désert est en fait un lac artificiel qui s'étend sur plus de 500 km. Il a été créé par les hommes pour répondre aux besoins des hommes. Une expérience gigantesque qui a transformé l'Égypte. Quel défi, quel secret recèle ce lac qui a fait disparaître tout un monde et donné naissance en même temps à un nouvel écosystème. Le lac Nasser est un très jeune lac. Il est né dans les années 1960 suite à la construction d'un grand barrage hydroélectrique à Assouan. À cette époque, le président égyptien Gamal Abdel Nasser veut moderniser son pays en lui donnant accès à l'électricité. Il n'hésite pas pour cela à détourner le cours du Nil, le deuxième plus grand fleuve au monde. Au terme de ces travaux pharaoniques, le barrage d'Assouan crée un immense lac. En Égypte, il s'appelle le lac Nasser, en hommage au président qui l'a conçu. Au Soudan, il s'appelle lac Nouba, du nom de la région qui fut engloutie par ses eaux, la Nubie. À l'époque de sa création, le lac Nasser était le plus grand lac artificiel de la planète. Cette vaste retenue d'eau contient, à son niveau de remplissage maximum, 169 milliards de mètres cubes d'eau, un véritable trésor dans une des régions les plus arides de la planète. Les précipitations étant quasi nulles en Égypte, le lac fournit toute l'eau dont le pays a besoin. Avant la création du lac, l'Égypte vivait au rythme des crues du Nil, qui pouvaient provoquer des inondations dévastatrices. Grâce au lac et au barrage, l'Égypte a pu réguler le cours du Nil et éviter les dégâts importants causés par ces crues saisonnières. C'est une banque d'eau stratégique qui a permis d'augmenter la surface des terres cultivables de 30%. Aujourd'hui, les paysans peuvent faire 2 à 3 récoltes par an, au lieu d'une seule auparavant. L'un des autres bienfaits du lac, c'est d'avoir permis à l'Égypte d'échapper aux grandes sécheresses qui ont frappé l'Afrique dans les années 1980 et 90. Le mode de vie des Égyptiens a été transformé grâce au lac et au barrage. Mais comment la nature s'est-elle adaptée à ce grand changement ? Pour la faune égyptienne, le lac est devenu une sorte d'Eldorado. Les populations de poissons, d'oiseaux et de crocodiles ont profité de cette nouvelle source de vie au cœur du désert. Une poignée d'hommes a pour mission de surveiller et protéger cette grande réserve artificielle. Aïssam Ibrahim est un ranger, spécialiste des oiseaux. Le professeur Gamal El-Chabraoui est un expert de la flore sous-marine et des sédiments du lac. Dès qu'ils le peuvent, tous deux parcourent cette immense étendue d'eau pour mesurer la qualité de l'environnement, les changements éventuels
et la bonne santé du lac. Ce lac est un tout jeune écosystème à l'échelle de l'évolution. Normalement, il faut des centaines, voire des milliers d'années pour qu'un équilibre s'établisse. Le lac Nasser étant l'un des premiers grands lacs de barrage, il fait figure de modèle et de référence pour tous ceux qui ont suivi. Quelles espèces ont disparu et quelles autres ont profité de cette transformation d'un milieu fluvial à un milieu lacustre? Haytham essaye de compter cet hiver le nombre d'oiseaux présents sur le lac. Un recensement, même partiel, est important pour mesurer l'évolution de ce tout nouvel écosystème. Après la construction du grand barrage, l'habitat de la faune sauvage est passé de celui d'un fleuve à celui d'un lac. L'eau a commencé à remplir toutes les petites vallées des environs. L'habitat des oiseaux s'est agrandi considérablement et a gagné en qualité. Les oiseaux qui migrent depuis l'Europe suivent des trajets bien spécifiques. Un de ces itinéraires suit le Nil vers le sud. Le lac Nasser est une fantastique étape où ils se reposent et se nourrissent avant de continuer leur route. Grâce au travail d'Haytham et à celui d'ornithologues bénévoles, on a pu recenser plus de 130 espèces d'oiseaux sur le lac. L'arrivée des oiseaux migrateurs en hiver coïncide aussi avec une décrue saisonnière. L'eau du lac baisse et met au jour beaucoup d'insectes et de larves dont ils se nourrissent. Certaines espèces aiment passer l'hiver ici, mais elles ne nichent pas. Elles passent seulement l'hiver et retournent en Europe. Comme les espèces de canards, les canards siffleurs, les souchets, la sarcelle d'hiver. Également les échassiers, comme la barge rousse ou les chevaliers guignettes et sylvains. Le lac Nasser n'est pas seulement important pour les espèces qui hivernent, mais aussi pour les visiteurs du Sud qui viennent d'Afrique. Comme les pélicans gris qui s'installent ici de façon plus définitive. Ou encore la bergeronnette pie qui se sédentarise petit à petit et se reproduit maintenant sur le lac. Les observations d'Haytham sur le terrain tendent à démontrer que certaines espèces endémiques, comme les oies égyptiennes, en voie de disparition avant la création du lac, ont énormément profité de ce nouvel environnement. Leur nombre augmente et elles se plaisent très bien au bord du lac. C'est une des bonnes choses que le lac fait pour les oiseaux. La bonne évolution du lac est aussi une préoccupation constante pour le biologiste Gamal El-Chabraoui, spécialiste de la flore aquatique. Bon, il y a tout ce qu'il faut, le seau, l'épuisette. Ok, on y va. Ce matin, il part à la chasse aux macrophytes, l'un de ses sujets de prédilection. Le terme macrophyte désigne toutes les plantes aquatiques de grande taille visibles à l'œil nu. Elles sont un bon indicateur de la qualité de l'eau du lac. Ah oui, ce sont des macrophytes. Ce sont des plantes aquatiques considérées comme la pierre angulaire de tout système lacustre. Cette flore immergée produit de l'oxygène et constitue un milieu particulièrement favorable pour le développement de nombreuses espèces de poissons. Ici, ce ne sont pas des algues, mais des plantes avec des racines, une tige et des feuilles.
Les poissons herbivores se reproduisent et grandissent dans ces plantes aquatiques. Ici, sur le lac Nasser, les tilapias se nourrissent des macrophytes. Il faut savoir que les tilapias représentent 90% des poissons du lac. Pour le biologiste, la présence de ce type de macrophytes dans le lac Nasser est un signe que l'eau n'est pas polluée. C'est un indicateur fiable de la bonne santé du lac. Vous savez, il y a les bonnes et les mauvaises macrophytes. Les mauvaises couvrent généralement de grandes surfaces et empêchent l'oxygène de pénétrer dans l'eau. On trouve ces macrophytes néfastes avant et après le lac Nasser. Ici, on a vraiment de la chance. Il n'y en a pas. Ces plantes aquatiques se développent dans les khors. Khor, en arabe, signifie rivière à sec. Avant l'existence du lac Nasser, c'est exactement ce que ces vallées étaient. Des canyons creusés par des rivières il y a des millions d'années. Aujourd'hui, ces khors sont remplis de l'eau du lac et on peut y naviguer. Vus du ciel, ils forment comme des fractales dessinés à même la surface du désert. Cette géographie dentelée des khors a créé des milliers de kilomètres de rivage, 7400 environ, un chiffre qui fluctue en fonction du niveau de la crue chaque année. C'est une aubaine pour les poissons qui s'épanouissent au milieu des macrophytes, et aussi pour une toute nouvelle industrie de la pêche qui n'existait pas auparavant. On estime que 6 à 10 000 pêcheurs travaillent sur le lac aujourd'hui. Ils étaient à peine quelques centaines avant la construction du barrage. Ils viennent du Fayoum, du Delta ou de la Moyenne-Égypte. Presque aucun d'entre eux n'est originaire de la région. Beaucoup s'installent dans des campements précaires, sur des îlots au bord des rives, et restent ici de 3 à 6 mois avant de rejoindre leur famille pour quelques semaines, puis revenir. Si la création du lac a changé la vie de ces pêcheurs, elle a aussi bouleversé celle de nombreuses espèces de poissons. Certaines se sont adaptées et ont proliféré, tandis que d'autres ont décliné. Les tilapias constituent l'essentiel des 20 000 tonnes pêchées chaque année dans le lac. C'est l'espèce qui a le plus bénéficié du passage d'un milieu fluvial à un milieu lacustre. On trouve aussi d'autres espèces comme le poisson-éléphant ou la carpe du Nil, mais elles restent minoritaires. Les poissons-tigres, eux, ont pratiquement disparu, alors qu'ils étaient autrefois abondants dans les eaux vives du Nil. Ces poissons prédateurs, comme l'est aussi la perche du Nil, ont une grande valeur commerciale. Ils ont souffert de la surpêche et de la modification de leur environnement aquatique. La plupart des pêcheurs travaillent dans les khors, mais certains posent aussi leurs filets en eau profonde au milieu du lac au coucher du soleil. À l'aube, ils relèvent leur prise. Ces poissons sont séchés, salés et vendus exclusivement en Égypte. Il y a maintenant 3 petits ports sur les rives du lac, Assouan, Garf Hussein et Abou Simbel. Les pêcheurs viennent livrer leurs poissons ou se ravitailler en glace.
Certains, trop loin du port, donnent leurs poissons à un bateau frigo qui vient collecter leurs prises. Après une période faste dans les années 80, la pêche ne donne plus aujourd'hui les résultats escomptés. D'après les experts, près de la moitié du poisson manque à l'appel. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour en mer. On a collecté à peine 1 tonne. La zone qu'on couvre est très peu poissonneuse. Les pêcheurs attrapent de moins en moins de poissons. Avant, les poissons étaient beaucoup plus gros. Mais maintenant, les pêcheurs utilisent des filets plus étroits pour attraper des poissons plus petits. C'est évidemment ce qui a causé une diminution du poisson. Aïssam Ibrahim et le docteur Gamal El-Chabraoui continuent leur croisière d'inspection sur le lac. Ils arrivent maintenant en vue de la gorge d'El Madik. C'est l'endroit le plus étroit du lac, un goulet d'étranglement naturel de moins d'1 kilomètre de large. Les Égyptiens avaient d'abord pensé construire le barrage à cet endroit. Mais ils ont réalisé que l'essentiel de l'eau se retrouverait au Soudan et pas en Égypte. C'est pour cela qu'ils l'ont finalement fait à Assouan. La construction du barrage d'Assouan commence en 1960. En tout, plus de 36 000 ouvriers égyptiens vont travailler sans relâche, jour et nuit, sous des températures parfois insoutenables. L'été, il fait couramment 45 degrés à l'ombre. C'est un chantier gigantesque qui va durer 10 ans. Ce défi pharaonique est considéré à l'époque comme une victoire sur la nature silencieuse. Une victoire qui permet à l'Égypte d'accéder à l'indépendance énergétique. Avec une puissance de 2,1 gigawatts, l'équivalent d'un réacteur nucléaire, la centrale hydroélectrique a apporté la lumière dans les villes et les villages. Elle a permis le développement de nouvelles industries installées le long du Nil. Jusqu'à la fin des années 80, le barrage satisfaisait plus de la moitié des besoins énergétiques du pays. Aujourd'hui, la demande s'étant démultipliée, il n'en fournit plus que 25%. Quand le barrage a été construit, la population en Égypte n'était que de 25 à 30 millions d'habitants. Maintenant, nous sommes 90 millions. C'est dire que la consommation a augmenté. L'accès au progrès et à l'ère industrielle ne s'est pas fait sans sacrifice. Quand le barrage est terminé en 1970, le lac Nasser commence à se remplir, inondant toute la vallée du Nil entre Assouan et le nord du Soudan. C'est une région entière, la Nubie et sa culture ancestrale, qui disparaissent alors sous les eaux. À l'époque, plus de 100 000 Nubiens sont déplacés dans des logements précaires, dans le désert, loin du Nil. Des centaines de milliers de dattiers, toutes leurs richesses, sont engloutis sous les eaux, telle une Atlantide moderne. Après des années d'exil, quelques Nubiens commencent à se réinstaller au bord du lac. C'est le cas de Fikri Kachef, qui est revenu vivre près du temple d'Abou Simbel où il a travaillé comme guide. Il a recréé ici l'Éden de son enfance, celui dont il se souvient
avant le départ de toute sa famille. Il y a construit une maison traditionnelle, un véritable lieu de vie et de mémoire pour sa communauté. Ici, Fikri et ses amis continuent à faire vivre le répertoire nubien. Ensemble, ils se souviennent du naufrage de leur pays, qui a changé le cours de leur destin et celui de l'Égypte. Des dizaines de monuments égyptiens, construits sur les rives du Nil il y a plus de 3000 ans, étaient également menacés d'être engloutis à tout jamais. Dans l'urgence, l'UNESCO lance un appel à la communauté internationale afin de sauver les plus importants. Une cinquantaine de pays participent à ce sauvetage spectaculaire qui dure plus de 10 ans. C'est ainsi que les 2 temples d'Abou Simbel, celui de Ramsès II et de son épouse Néfertari, ont été découpés et remontés 64 mètres plus haut. Ici, les 2 temples d'Abou Simbel, ils étaient entièrement taillés dans les rochers, dans du grès. Et là, l'UNESCO a fait un grand travail, c'est ce qui a été le plus grand travail de l'UNESCO, justement à découper les 2 temples en blocs. Les piliers sont découpés à fins traits de scie avec des précautions infinies. La roche est si fragile que le seul contact avec l'eau la réduirait en poussière. Le grand temple a été découpé à 1200 blocs, le temple de Néfertari à 450 blocs, en total 1650 blocs qui pesaient de 10 à 33 tonnes. Et les blocs du grès, là, donc comme ils sont friables, ont été injectés par la résine synthétique pour consolider les blocs. Ramsès II est amputé de son visage et emmené sur une zone de stockage. Le paysage rocheux si caractéristique autour des temples doit être reconstitué tel qu'il était. Prouesse des temps modernes, les temples d'Abou Simbel ont pu ainsi être déplacés sans dommage jusqu'à la dernière pièce, jusqu'au remontage des colosses de 20 mètres. L'eau du lac Nasser menaçait ce patrimoine de l'humanité. Mais grâce à la solidarité internationale, Abou Simbel et une vingtaine d'autres monuments, les plus importants, ont pu être préservés. Une autre figure emblématique de l'ancienne Égypte a profité de ce nouvel univers aquatique. Avant la création du lac Nasser, en Égypte, les crocodiles étaient en voie de disparition. L'abondance de poissons, la tranquillité des eaux, la géographie dentelée des corps ont constitué pour eux l'environnement idéal pour s'épanouir à nouveau. Le lac a littéralement sauvé l'espèce. Les pêcheurs ne se réjouissent pas forcément de ce boom démographique qui a eu lieu en quelques décennies. On estime qu'aujourd'hui, la population de crocodiles se situe entre 15 et 20 000 individus. On chasse le crocodile à l'aide d'un gros poisson attaché à un crochet. Ensuite, on met un bout de bois dans sa bouche et on l'attache avec une corde. Comme ça, les dents sont enfoncées dans le bois et il ne peut plus ouvrir sa mâchoire. Après, on le tire vers les rives du lac.
On récupère la peau pour la vendre à des commerçants qui payent 12 à 13 euros. Elle est utilisée dans la fabrication des sacs et des chaussures. Les crocodiles et les pêcheurs s'installent dans les mêmes endroits, là où il y a le plus de poissons. Fatalement, la cohabitation entre ces prédateurs est un peu tendue. Si on étend les filets sur le rivage, le soir, les crocodiles se prennent dedans, les déchirent complètement. C'est pour cela qu'on les chasse. Les gens les chassent parce qu'ils sont vraiment dangereux. S'ils attaquent quelqu'un, ils le tuent et ils le mangent. Ils attaquent aussi notre bétail quand ils sont au bord du lac. C'est pas nos amis. Pourtant, dans l'Égypte ancienne, cet animal était vénéré. On lui a même dédié des temples entiers, comme celui de Komombo, situé à quelques kilomètres au nord du lac. Le dieu crocodile, appelé Sobek, était intimement lié au Nil et à la prospérité de l'Égypte. Le dieu Sobek était l'une des divinités les plus importantes du panthéon égyptien. Il était associé à beaucoup de choses, mais principalement considéré comme un dieu solaire. Il était lié à l'eau, à l'inondation et à la crue du Nil. Il était donc important pour la fertilité et l'agriculture, car vous avez besoin de l'eau et du soleil pour que vos récoltes soient bonnes. La vision des crocodiles se prélassant au soleil sur les rives du Nil est sûrement à l'origine de cette association avec l'astre céleste. Comme tous les reptiles, ils ont ce besoin constant de se réchauffer sous les rayons ardents. Sobek n'était pas vénéré seulement sous forme de statue, mais aussi en tant que dieu vivant. Ici, dans ce bassin à Komombo, on gardait un vrai crocodile. Les prêtres de Sobek étaient ravis de s'occuper de lui. Ils le nourrissaient, lui donnaient des bouts de viande bien tendres, chantaient pour lui et pouvaient même le masser. Ils le décoraient aussi avec de magnifiques boucles d'oreilles et bracelets en or afin qu'il brille comme le soleil. Les anciens Égyptiens prêtaient aux crocodiles des dons divinatoires. Ils avaient remarqué qu'ils pouvaient prédire à quelle hauteur le Nil allait monter pendant la crue. Les femelles crocodiles pondaient leurs œufs à des endroits très spécifiques le long des rives du Nil. Et en fait, elles savaient avant que la crue n'arrive jusqu'où l'eau allait monter. Donc elles pouvaient annoncer le niveau de la crue. Leur nid était toujours situé un peu au-dessus. En regardant où les crocodiles faisaient leur nid, les anciens Égyptiens étaient capables de prévoir l'amplitude de la crue du Nil. Ainsi, le temple du dieu Sobek était très important durant l'Antiquité. Les pèlerins venaient de très loin pour se faire soigner ici. Ils utilisaient les crocodiles à des fins médicales. La graisse, les excréments et l'huile de croco étaient utilisés dans plusieurs traitements. On se frottait la graisse de crocodile sur les cheveux pour soigner la calvitie. Et chaque partie du crocodile était utile, même le pénis, parce que certains pénis pouvaient atteindre 1 mètre de long. Donc évidemment, c'était un symbole de virilité masculine. Et même aujourd'hui encore, dans certaines traditions, des bouts de pénis de crocodile sont broyés et mélangés à du miel noir pour que les hommes puissent en consommer et devenir très très forts. Une fois que les crocodiles sacrés étaient morts, les prêtres les momifiaient avec soin. Ils les enterraient dans des catacombes ou même dans les temples. Les archéologues ont retrouvé des centaines de milliers de momies. Ce sont des outils très utiles pour comprendre le culte du crocodile. Plus de 2000 ans après, ces momies ont permis de faire une découverte scientifique intrigante. Des scientifiques ont analysé l'ADN mitochondrial de momies de crocodiles et de crocodiles vivant sur le lac.
et ils ont découvert qu'il y avait en fait 2 espèces de crocodiles en Égypte. L'une est le Crocodylus niloticus et l'autre est le Crocodylus succus. Et c'est très intéressant, car le succus est un animal bien plus calme. Il n'est pas méchant et agressif comme le crocodile du Nil, bien qu'il se ressemble physiquement à s'y méprendre. Cela veut dire que les prêtres de l'ancienne Égypte gardaient dans leur bassin un succus, parce qu'il était moins enclin à les attaquer, eux et les visiteurs. Cette étude scientifique a pu déterminer que l'espèce des succus, très présente en Afrique de l'Ouest, n'existe plus le long du Nil. Dans le lac Nasser, on ne trouve aujourd'hui que l'espèce endémique plus agressive, les Crocodylus niloticus. Il est possible, d'après cette analyse d'ADN qui a été faite, que les crocodiles qui étaient vénérés en Égypte n'étaient en fait pas natifs du pays. Ils auraient été importés d'Afrique de l'Ouest comme cadeaux ou offrandes pour les dieux. Ces crocodiles sacrés ont peut-être été offerts au pharaon par un roi africain, mais pour le moment, aucun indice archéologique ne permet de vérifier cette hypothèse. Les Nubiens perpétuent ce culte du crocodile et ont gardé un lien fort avec cet animal. Il n'est pas rare de voir accroché devant leur maison un crocodile empaillé ou dessiné. Il est pour eux comme un gardien du seuil et un symbole de prestige. Certains gardent même des crocodiles vivants chez eux, comme un animal porte-bonheur. C'est une pratique traditionnelle qui est illégale car le crocodile du Nil est une espèce protégée. La chasse illégale aux crocodiles sur le lac Nasser s'est intensifiée depuis la révolution de 2011. Les coupables sont surtout des chasseurs venus du Caire ou des pays du Golfe qui sont prêts à payer très cher pour pouvoir abattre plusieurs spécimens. Les problèmes de braconnage ne concernent pas seulement les crocodiles. Certains oiseaux sont aussi la cible des chasseurs. C'est le cas surtout des rapaces. Aïssam Ibrahim tient à vérifier s'il y a toujours des faucons dans le temple de Wadi es-Seboua. Il en avait vu plusieurs nichés ici les années précédentes. Ce petit temple, situé au bord du lac, est associé au dieu faucon Horus, symbole du soleil levant et de la force guerrière. On peut voir beaucoup de fientes d'oiseaux ici, qui proviennent d'hirondelles et de passereaux. Parfois aussi des colombes, qui sont plus grosses. Entre les blocs de pierre et les cavités, il y a pas mal de nids. Oui, je pense qu'il y a pas mal de passereaux qui nichent à l'intérieur. Mais je ne vois aucun faucon. La présence d'autant de moineaux et de passereaux est un signe certain qu'aucun faucon ne niche plus ici. Les gens capturent des faucons et les vendent à d'autres qui chassent avec. Ils les dressent pour la chasse. Ces petits et robustes faucons ont de la valeur. S'ils attrapent des jeunes, on peut encore les dresser facilement. Mais par contre, s'ils capturent des faucons crécelles,
Ceux-là, ils ne sont pas bons pour la chasse, ni aptes à être dressés. Alors ils les tuent et les empaillent et les vendent comme décoration. Cela a vraiment un impact sur la régulation des espèces dans la région. Arrivé au terme de son inspection du lac, Aïssam a remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'oiseaux que les années précédentes. On essaie de comprendre pourquoi. Peut-être parce qu'on a eu un hiver très froid par rapport aux 5 dernières années. En plus, la chasse continue sur le lac Nasser. Et cela affecte beaucoup d'espèces. Chaque année, le niveau de l'eau dans le lac Nasser s'élève de plusieurs mètres au moment de la crue. Ce phénomène saisonnier commence chaque été en Éthiopie. Des pluies torrentielles s'abattent sur ce pays et transforment le Nil en un torrent furieux qui charrie avec lui la terre noire d'Éthiopie. Entraîné par le courant, ce limon se déposait autrefois tout le long de la vallée du Nil, jusqu'à la Méditerranée. C'est grâce à ce limon que l'Égypte est devenue dans l'Antiquité une grande civilisation agricole, parce que le Nil apportait cette terre fertile au cœur du désert. Mais aujourd'hui, stoppé dans son élan, le Nil abandonne dans le lac Nasser la plus grande partie de ses précieux sédiments. L'Égypte a domestiqué le Nil et stoppé ce cycle naturel. Quel est l'impact réel de cette avancée dans le progrès ? Les sédiments, c'est vraiment une longue histoire. Cela a beaucoup de conséquences en Égypte. Seulement 3% des sédiments passent à travers le haut barrage. Imaginez, le lac reçoit 100 millions de tonnes de limon chaque année. Imaginez ce que cela peut provoquer au fond du lac. Les échantillons et analyses des scientifiques ont démontré que depuis 40 ans, une quantité fabuleuse d'alluvions s'est déposée dans le lac Nasser. Plus de 96 millions de mètres cubes chaque année. Les sédiments se déposent tout particulièrement au milieu du lac. Dans la partie sud du lac Nasser, la couche de sédiments atteint 50 mètres d'épaisseur. Petit à petit, le lac Nasser étouffe, asphyxié par les sédiments qui s'y déposent. Ce phénomène de comblement graduel concerne tous les lacs, mais il est particulièrement aigu dans les lacs de barrage et dans le lac Nasser plus que tout autre. Si le phénomène de sédimentation se poursuit à ce rythme, le lac pourrait être totalement comblé en moins de 300 ans, bien plus rapidement que ne l'avaient prédit les ingénieurs au moment de sa construction. Ces sédiments commencent maintenant à former un nouveau delta au Soudan, à l'embouchure du Nil, dans le lac Nouba. Et ils font cruellement défaut ailleurs, plus au nord. En effet, privé d'alluvions, le delta égyptien est, lui, en train de disparaître lentement. Son érosion naturelle n'est plus compensée par l'apport régulier de terre fraîche, mettant en péril la plus grande zone cultivable du pays. Pour compenser l'absence de limon, les agriculteurs égyptiens utilisent aujourd'hui beaucoup d'engrais chimiques. Cette pratique renforce la pollution du fleuve et l'appauvrissement des sols. Dans les années à venir, l'Égypte devra trouver une solution à ce problème. Ce morceau de limon vient d'un village sur le Nil. Il date de 1962, la dernière crue avant le barrage.
Pour les Nubiens comme Chaban, qui ont grandi au bord du Nil avant la création du lac, le limon était bien plus qu'un engrais. Le limon est un fertilisant. Il est aussi utilisé par les Nubiens comme médicament. On en faisait des masques pour se protéger de la chaleur intense. On l'utilisait pour les femmes enceintes. Pour guérir la constipation, il suffisait que le malade en mange un morceau. Le limon, c'est l'Égypte. S'il n'y a pas de limon, l'Égypte n'existe pas, parce que l'Égypte est un pays agricole depuis toujours. En arabe, le mot barrage, sed, veut dire bloquer. Comment une chose qui bloque peut-elle être bénéfique? Un autre grand barrage sur le Nil risque de changer totalement la donne dans les années à venir. Situé en Éthiopie, à 2000 km en amont du lac Nasser, le barrage Renaissance devrait être achevé en 2017. Quand il commencera à fonctionner, un grand lac artificiel va se former en Éthiopie. Pendant la dizaine d'années de remplissage de ce nouveau réservoir, l'impact sur le lac Nasser risque d'être déterminant. L'aspect positif, c'est que le lac recevra moins de sédiments. L'aspect négatif, c'est que la crue du Nil apportera beaucoup moins d'eau. Le niveau du lac risque de baisser dramatiquement, jusqu'à perdre une partie de son écosystème, celui des corps, ces bras dentelés du lac où la plupart des espèces de poissons se reproduisent. Et c'est bien ce qui inquiète le docteur El Shabraoui. Quand le barrage en Éthiopie sera construit, ce sera un désastre pour le lac Nasser, spécialement pour le littoral. Le niveau du lac va baisser, peut-être d'au moins 20 mètres. Et on va perdre des milliers de kilomètres carrés de littoral. Les tilapias dépendent de ces zones pour se reproduire et se nourrir. Le docteur El Shabraoui pense que l'industrie de la pêche sur le lac va s'en ressentir fortement. Mais il a une idée pour pallier à cette éventualité. Au milieu du lac, la concentration en zooplancton est très importante, mais peu d'espèces de poissons s'en nourrissent. Il y a beaucoup de plancton ici qui n'est pas consommé et qui se dépose comme matière organique au fond du lac. Et on aimerait l'utiliser. L'idée du docteur Gamal, c'est d'introduire une nouvelle espèce de poisson, une sardine d'eau douce, qui se nourrit spécifiquement de ce type de zooplancton. C'est une sorte de sardine qui a été introduite dans d'autres lacs africains, et cela a augmenté leur production de poissons. Plus de 10 000 pêcheurs travaillent grâce à cette espèce de sardine. Le docteur Gamal est néanmoins conscient que ce type d'opération est très délicat et comporte certains risques. Introduire une nouvelle espèce dans un lac, c'est très dangereux. Nous devons faire toute la recherche nécessaire concernant ses habitudes alimentaires, sa reproduction, son influence sur la qualité de l'eau et les autres espèces. C'est très important. Nous avons besoin de 2 à 3 ans d'études, et après on pourra l'introduire dans le lac. L'eau du lac Nasser est un enjeu stratégique pour l'Égypte. Pourtant, cette précieuse ressource ne cesse de diminuer. Près de 8% de l'eau du lac s'évapore chaque année avant d'atteindre le barrage. Et les besoins d'une population en constante augmentation contraignent le pays à en utiliser toujours plus. En moins de 40 ans, l'Égypte est en effet passée de 30 à 90 millions d'habitants. La plupart vivent concentrés le long de la vallée du Nil, l'unique zone fertile du pays, qui ne représente que 4% du territoire égyptien. Cette énorme pression démographique et environnementale a donné naissance au projet Nouvelle Vallée. Cette entreprise pharaonique est inaugurée en 1997 par l'ancien président Moubarak.
Son ambition ? Créer une nouvelle vallée fertile, parallèle à celle du Nil, en pompant l'eau du lac Nasser. Des milliards ont déjà été investis, mais personne n'est capable de donner un chiffre exact. On a d'abord construit une énorme station de pompage, la deuxième plus grande au monde. L'eau est d'abord filtrée dans un grand bassin, puis pompée et dirigée vers un canal qui s'enfonce à ciel ouvert dans le désert. Au bout de 70 km, ce canal se divise en 3 sous-canaux. À l'origine, le projet Nouvelle-Vallée devait faire surgir du sable des centaines de milliers d'hectares de nouvelles terres et reloger 6 millions d'Égyptiens. Pour le moment, ce projet démesuré est en suspens. Seules quelques fermes pilotes utilisent l'eau de ce canal. Elles font pousser des dattes, des mangues, de la luzerne et des raisins en plein désert. Elles s'essayent même à l'élevage de moutons. Ces fermes ne font aucun bénéfice. Le projet s'avère beaucoup plus difficile à financer et à réaliser sur le terrain que ne l'avaient prévu ses concepteurs. Les écarts de température sont énormes. Entre midi et minuit, on peut passer de 50 à 0 degrés Celsius. Il faut arroser en permanence les surfaces cultivables afin d'éviter que le sel, contenu dans les sols, remonte par capillarité. Et l'extrême sécheresse du désert, où les vents de sable compliquent la tâche. Si le niveau du lac Nasser vient à baisser dans les années qui viennent, à cause du barrage éthiopien, le projet Nouvelle-Vallée en sera d'autant plus compromis. Il y a 50 ans, le lac Nasser était la solution aux problèmes de l'Égypte. Aujourd'hui, il est au cœur des immenses défis qui attendent ce pays. Les Égyptiens sauront-ils préserver ce lac qui leur fournit l'eau, l'énergie, les poissons dont ils ont besoin? Ce qu'on voit aujourd'hui ici, on ne le verra peut-être plus demain, avec tous ces changements sur le Nil et dans d'autres pays. Le lac Nasser est l'un des plus grands lacs créés par l'homme. Et c'est vraiment très beau d'être ici et d'observer ces transformations. C'est un exemple unique pour étudier les interactions entre l'homme et la nature. Nous devons travailler dur pour protéger cet endroit, si on ne veut pas le perdre.